Entre les vignes, cette semaine, je vous emmènerai tout d'abord en Provence pour découvrir le mas de l'oncle Ernest. Puis nous irons dans une région voisine, visiter le château Haut-Blanville. Et avant une balade no touristique dans le Bordelais, vous retrouverez Olivier, votre chef, et Guilherme, votre sommelier. Et comme chaque semaine, la question posée à Jacques Legros de terreetvigne.com. Bonjour. La viticulture française est-elle touchée par la crise? Évidemment que oui. Et pourquoi échapperait-elle à la crise? Cette viticulture française, elle est frappée comme les autres activités économiques françaises et européennes. Alors, à quand même une nuance près. C'est-à-dire que si le marché du viticulteur est essentiellement français ou voire européen, c'est sûr qu'il aura plus de mal parce qu'aujourd'hui, il y a une baisse de la consommation en France. Il faut savoir que la France reste le premier, et redevenu même, le premier pays producteur, mais que le premier pays consommateur, ce sont les États-Unis. Donc, il faut exporter. Aujourd'hui, ceux qui ont un vignoble qui fonctionne bien exportent au moins 50% de leur production, soit vers les États-Unis, je citais ce pays, soit vers l'Asie, vous savez, ce marché dont tout le monde rêve, avec évidemment quelques mauvaises surprises aussi à la clé. Ce qui est sûr, c'est que les marchés aujourd'hui émergents, comme on dit, ben c'est quoi? C'est la Chine, c'est la Corée du Sud, ça commence à être l'Inde, et puis aussi c'est la Russie. Ça, ce sont vraiment des marchés dont tout le monde rêve, tous les viticulteurs français rêvent, parce que vraiment ils sont porteurs de beaucoup de consommation, mais il suffit de voir le nombre de Chinois sur Terre. Alors, il y a un autre débouché qui est intéressant pour les viticulteurs français pour compenser un peu les effets de la crise, c'est ce qu'on appelle le no-tourisme. Et ça, c'est un secteur en pleine expansion. C'est quoi le no-tourisme? Ben, c'est du tourisme dans un vignoble. Alors, soit pour apprendre comment on fait du vin, soit pour se promener dans les vignes à cheval, soit pour faire un stage entre accords mets vins avec un chef qui viendra à la propriété vous apprendre à associer un mets à un produit avec un vin. Ça aussi, c'est quelque chose qui se développe énormément et il y a une énorme demande étrangère pour venir en France. La France, c'est le pays du vin, mais c'est encore, espérons-le pour un temps, le pays du tourisme. Donc associer les deux, c'est vraiment quelque chose de très intelligent. Et puis la France, c'est la gastronomie. Et c'est vrai que, je l'évoquais, c'est vrai que dès qu'on parle gastronomie, on accorde les vins avec. Et là aussi, c'est un atout qu'a la France pour échapper ou tout au moins compenser un petit peu les effets de cette crise qui, encore une fois, touche énormément la viticulture. Rencontre avec Alexandre Roux qui nous ouvre les portes de son domaine, le mas de l'oncle Ernest. Il est situé dans le Haut-Vaucluse, à Entrechaux plus précisément, et il l'a rebaptisé en 2007 en hommage à son arrière-grand-oncle Ernest. Le mas oncle Ernest est en réalité un hommage à mon arrière-grand-oncle Ernest, qui est le fondateur du patrimoine familial. Nous sommes viticulteurs depuis plus de 4 générations, au moins 4 générations, qu'on portait majoritairement, principalement notre production à la cave coopérative de Puymera. Et depuis 4 ans, voilà, j'ai décidé de créer mon domaine, le mas oncle Ernest, pour vinifier mon propre produit, car j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir le fruit de mon travail dans ma propre bouteille. Alors on est sur des sols sableux, donc, qui se trouvent sur la commune d'Entrechaux, donc au quartier Les Amarins, donc majoritairement à base de syrah, voilà, sur des sols sableux, donc issus de safre, dégradation de safre. Ça donne voilà, des morceaux de cailloux et du sable plus particulièrement. Et donc voilà, on est sur des sols plutôt filtrants qui procure au vin, qui donne au vin des vins plutôt fins, pas des vins très tanniques, avec pas forcément de grosse structure. Voilà, des vins plutôt dans la finesse et dans la légèreté. Donc on se trouve dans la toute nouvelle cave que j'ai construite cet hiver et plus particulièrement dans le chai à barrique qui a été creusé à même dans le safre, c'est-à-dire toujours dans ce rapport avec le rocher, rocher calcaire qui prédomine ici à Entrechaux dans la région. J'ai créé cette grotte pour pouvoir voilà, recevoir les gens, pour les faire déguster et pour avoir des conditions d'élevage optimales. Je
fait de l'élevage sous bois depuis le début. J'avais acheté 3 barriques pour essayer de donner au vin des qualités différentes, essayer de patiner un petit peu les tanins parfois un peu durs, et puis donner un petit quelque chose au niveau aromatique et dégustatif un petit peu particulier et atypique par rapport au vin que l'on trouve ici dans la région des Ventoux. J'essaie de renouveler chaque année au moins 3 barriques pour les utiliser, on va dire, pendant 3 ans, voire 4 ans, et puis m'en séparer par la suite. Je suis assez content du résultat obtenu parce qu'on n'a pas un bois prédominant, ça reste relativement fondu, et voilà, ça donne des notes un petit peu aromatiques, fumées, un petit peu, voilà, qui surprennent un petit peu les gens et voilà, qui masquent pas complètement les arômes du vin à l'état pur. Voilà. Et on quitte l'univers viticole d'Alexandre Roux pour retrouver celui de Guilherme. Et je vois qu'aujourd'hui tu vas nous parler de foie gras. Alors oui, tu te demandes peut-être pourquoi il y a du foie gras ici aujourd'hui. J'imagine, je crois comprendre, tu vas nous parler d'accord vin et foie gras. Exactement. La France est le premier producteur de foie gras au monde, suivi de très loin des pays comme la Bulgarie, l'Hongrie ou encore la Chine. Ils se mettent à faire du foie gras. Ah bon? Exactement. Ils nous copient, c'est toujours. Ils aiment les bonnes choses, c'est normal. Je les comprends. Exactement. En France, par exemple, tu sais où on produit du foie gras, outre l'Alsace, bien évidemment? En Aquitaine, Exactement. Midi-Pyrénées. Bien. Et puis un petit peu dans la vallée de la Loire, mais c'est un petit peu moins que l'Alsace quand même, je te l'accorde. L'Alsace est number one. Très bien, je te l'accorde pour aujourd'hui. Mais alors, tout simplement pour le côté accord, si je te parle d'accord avec le foie gras, tu me dis quoi? Pinot Gris. Pinot Gris, bah oui, parce que tu viens d'Alsace, évidemment, mais sinon... Sauterne. Exactement, parce que étant donné que c'est consommé plus pendant les périodes de fête, tu sais, à Noël ou Nouvel An, on a tendance plutôt à le mettre avec du Sauterne, du Montbazillac ou autre. Mais donc commencer un repas avec tout de suite un verre de Sauterne ou de Montbazillac, c'est parfois un petit peu trop riche, Oui, un peu trop lourd. Ça plombe le palais, quoi. Exactement, c'est pas très digeste. Donc effectivement, le remède, ça peut être notamment un Pinot Gris d'Alsace avec un petit peu de sucre résiduel pour garder cette douceur, sans pour autant que ce soit trop riche, trop lourd. On garde un côté assez digeste. Sinon, tu peux partir dans la vallée de la Loire avec une appellation du type Vouvray demi-sec. Du chenin. Exactement, je veux que tu as le langage typique. Le côté demi-sec garde un tout petit peu de résiduel tout en gardant une certaine acidité, excuse-moi. Dans le vin, on parle de fraîcheur, de tension, qui va justement contrebalancer avec le côté assez onctueux, crémeux du foie gras. Si c'est pas assez sucré pour toi par exemple, ou pour d'autres, des Vouvray demi-secs, merci beaucoup. Il faut en profiter. Exactement. Généralement, tu peux jouer justement sur l'accompagnement du foie gras. Donc, tu peux jouer sur le pain d'épices, par exemple, ou tu peux jouer sur la compote d'oignons ou de figues. Oui, figues, j'adore. Ça, c'est remarquable. J'adore. Je finis ça? Bah oui. Mais sinon, il se mange aussi chaud. Enfin, je veux dire, on peut le poêler. Bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que tu connais une recette comme ça, très connue, avec du foie gras poêlé? Du chocolat. Mais moi, on m'a dit que. Enfin, j'ai rencontré un cuisinier, il m'avait dit qu'on va faire du foie gras avec du chocolat. C'est mes deux péchés mignons. C'est plus au tourne-dos Rossini, si tu veux. Mais ça existait, d'accord. Exactement. Tu sais, c'est une tranche de tourne-dos qui est grillée avec par-dessus un foie gras poêlé. Donc, si tu veux, la viande qui est très sanguine, chargée de protéines, a besoin de tanins. Donc, on va chercher plutôt un vin rouge avec du corps, de la structure. Mais à condition que le vin soit assez mûr à la dégustation. Pourquoi? Parce qu'il faut des tanins relativement soyeux et délicats, parce que le foie gras, il est à la fois croustillant, presque pané, et à l'intérieur, il est presque fondant. Donc il faut allier entre les deux, et donc des tanins, mais plutôt souples, plutôt assez suaves, si tu veux,
et partir donc dans des appellations du type Pomerol en Bordeaux pour rester régional, ou encore côte rôtie pour avoir le côté un peu plus animal. Bien fort quand même, hein. C'est puissant alors. Exactement. Hein. Ouais. Mais ne pas sous-estimer les accords régionaux avec notamment les madirans ou encore les Cahors. Pour te récompenser, tu as droit à un petit bout de foie gras. Ça c'est sympa. Et pendant ce temps-là, moi j'annonce la suite. Très bien. Donc on part dans le Languedoc, rencontrer Bernard et Béatrice Nivolet. Ils ont créé leur château en 1997, le château Haut-Blanville. Leur exploitation est d'environ 50 hectares, dont 35 élevés en coteaux. Et ils font environ 12 cuvées à l'année, ce qui est pas mal. Hein. D'accord. Oui, t'es d'accord. Bon, ben on y va. Nous avons acquis ce domaine, nous l'avons acquis et agrandi à partir de 1997, par adjonction de parcelles au fur et à mesure cédées par des viticulteurs dans les coteaux de Saint-Pargoire. Nous avons ainsi 35 hectares de vignes en coteaux, dans la zone des Grès essentiellement, et 15 hectares dans la plaine, dans la vallée de l'Hérault. C'était un vieux rêve de mon mari. Nous habitions Paris avant. Ça faisait longtemps qu'il souhaitait faire son vin. À partir des années 95-96, nous avons cherché et nous avons trouvé ce terroir magnifique de Saint-Pargoire. Nous avons deux appellations en IGP, comme nous disons aujourd'hui, anciennement 20 pays, avec des cépages dits océaniques, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, et les cépages traditionnels du Languedoc, du sud de la France, en coteaux, Syrah, Grenache, Mourvèdre et Carignan. Au fur et à mesure des années, nous avons appris à connaître nos terroirs, à connaître nos vignes, nos cépages, ce qui nous permet aujourd'hui de sortir une dizaine, même une douzaine de cuvées, ayant chacune leur particularité et cherchant essentiellement l'expression du terroir. Un critique œnophile nous a appelés les bourguignons du Languedoc. Donc ce sont des vins caractérisés par la finesse, l'élégance. Ce sont des vins qui ne sont pas du tout fatigants, on va dire, contrairement à certains vins du Languedoc qui ont cette réputation au moins. Nos vins, nous, se boivent facilement. On est dans la souplesse, le soyeux, la finesse. Nous sommes persuadés qu'en Languedoc, on a tous les atouts pour faire vraiment de grands vins, qui ne demandent qu'à être connus. Mais dis-moi, Olivier, le Languedoc, c'est pas très loin de chez toi, ça, non? Non, moi je suis limitrophe du Languedoc. T'es quoi, t'es à 1 heure? Montpellier, qui est plus ou moins la capitale du Languedoc, je suis à une demi-heure, 40 minutes. Donc voilà, donc ça t'a plu de voir ce petit reportage sur... Oui, c'est pas très loin. C'est Ça pas rappelle très le loin. pays. On est d'accord. Très bien. Et c'est quoi ça? C'est assez étrange comme texture. Alors en fait, c'est du veau haché. Oui. Voilà, parce qu'on va faire des boulettes de veau au cumin, accompagnées de petites courgettes frites et un petit fromage blanc monté à la nette. Donc ça ira très bien avec un grave. Oui, là je vois que tu m'as amené donc de grave un c'est ça. Pessac-Léognan qui est de 2006, donc voilà, qui a 6-7 ans. Ça se sera arrondi, donc je pense que ça devrait bien se marier avec ça. Donc du veau, du cumin, parce que c'est boulettes de veau cumin, de l'oignon rouge qu'on va hacher finement, un peu d'œuf, un peu de mie de pain qui va tenir un petit peu à la cuisson. Et la crème, c'est pour? Et la crème, c'est pour faire les courgettes frites. Voilà. Et après, on va monter la crème avec un petit peu d'aneth. Donc, je vais te laisser me préparer les oignons, s'il te plaît. Oui. Donc, moi, je vais préparer un peu la mie de pain.
Écoute, je le fais à ma manière et tu me... Faut que ce soit finement haché hein, quand même. Alors le mieux c'est, regarde. Regarde. Là tu gardes ça, c'est ce qui va tenir. Donc tu gardes ça. Là. Tu le... Donc là il faut mettre beaucoup de persil. Donc beaucoup de persil, beaucoup d'oignons. Voilà. Là on rajoute les 2 œufs. Parce qu'il y a 500-600 grammes de viande. Donc un oignon rouge. Une bonne botte de persil. Et après le cumin. Faut mélanger. Eh oui. Ah oui, là je te laisse le faire. Ouais, c'est vrai que moi je m'embête un petit peu à couper, à hacher le persil, à hacher l'oignon, à hacher le pain de mie parce que ben, j'aime bien cuisiner, j'aime bien toucher la matière, donc c'est ça qui me plaît. Et puis au moins ça évite toute la vaisselle. Oui voilà, c'est ça en fait, hein, je ne peux pas le dire, mais voilà. c'est pour éviter la vaisselle. Voilà. Donc j'en prends une petite poignée. Ouais, faut pas hésiter à mouiller les mains. Ça a l'air tellement appétissant. Tu roules juste, voilà. En fait, j'en fais une boulette plate, quoi. Voilà, plus ou moins. Alors, il faut quand même bien la rouler un petit moment pour pas qu'il y ait trop d'air et tout. Parce que sinon, à la cuisson, ça va se détacher. Voilà. Donc là, on va préparer les petites lamelles de courgettes pour les faire frire à l'huile, tout simplement. Donc là, j'enlève la première pour pas qu'il y ait trop de machin. Je suis pas douée, hein. La nette. Une cuillère de crème, même 2. Allez hop, soyons généreux. Une bonne pincée de poivre. Et une bonne pincée de sel. Alors moi je vais attaquer par les boulettes. Et là donc on va faire frire les courgettes. Alors tu les plonges doucement, Oui. on va voir parce que si c'est pas trop chaud. Et ça va être très rapide, hein, donc on va les tourner un petit peu. Voilà, tu vois, c'est très rapide. Hein. Très joli. C'est vraiment... attention. C'est assez là, chef? Oui, oui. Voilà. Donc les boulettes sont cuites, les courgettes sont frites et on va pouvoir dresser un plat généreux et convivial. Avec notre petite crème à la nette par-dessus. Pour 4, ça fait une petite entrée pour 4 ou un petit... je sais pas, Pour moi, ça me ferait un plat, hein, pour moi toute seule, hein, sans problème. Elle est Hein. gourmande. Elle est gourmande. Bah oui. Toi qui es maître de chef, tu dois connaître l'appellation Côte de Bourg. Oui, si je ne me trompe pas, c'est dans la région bordelaise, au nord de Libourne. C'est parfait, c'est ça. Alors on va jouer les touristes et on va découvrir cette belle appellation qui cache de très beaux châteaux et de très beaux vignobles. On y va? Très bien. On a ici une carte du canton de Bourg, mais en fait l'appellation couvre l'ensemble du canton, hein, c'est la seule appellation bordelaise sur un seul et même canton administratif, donc avec ses 15 communes, et on a plus de 4000 hectares de production en Côte de Bourg rouge, et pratiquement près de 90% de la surface agricole utilisable est plantée en vigne, donc vraiment le canton est peigné de vignes. On a à la fois ces vallons, ces coteaux, à la fois cet estuaire qui est tout près ou cette Dordogne qui nous amène vraiment un climat tout à fait particulier. Côte de Bourg, c'est quelque chose qui résonne et qui résonne plutôt positivement, dans un sens qualitatif du produit, mais aussi dans un sens accessibilité financière. Hein. Ce sont des produits très souvent d'un très bon rapport qualité-prix. Entre 4 et 10 euros, on trouve des très bons vins. L'union fait la force, hein. On est plusieurs jeunes agriculteurs dans le canton de Bourg et qui sommes
on est tous sur la même dynamique, quoi. On a tous le même esprit, notre envie bien sûr c'est de réussir, de mettre notre appellation en avant, parce que on a la chance d'avoir une petite appellation, mais là où il y a des viticulteurs qui se battent et qui travaillent pour notre appellation. On se trouve dans la boutique de la Maison du Vin de l'appellation des Côtes-de-Bourg, qui est un lieu qui permet aux visiteurs de pouvoir avoir un premier contact avec l'appellation et ses caractéristiques. On a bien sûr une représentation des Côtes-de-Bourg rouges à hauteur de 150 références, 150 châteaux différents. Et on a également un pôle de Côtes-de-Bourg blanc, puisqu'on a une petite production de Côtes-de-Bourg blanc sur une échelle à hauteur de 25 hectares, où on va retrouver une douzaine de crus qui proposent leur Côtes-de-Bourg blanc. Ce lieu est un carrefour œnotouristique aujourd'hui important, qui nous permet de pouvoir renvoyer les visiteurs vers les exploitations, mais également vers les sites touristiques du canton, en synergie avec l'Office du tourisme et la communauté de communes de Bourg. Dans la continuité de l'accueil à la boutique de la Maison du Vin des Côtes-de-Bourg, la volonté aussi de la Maison du Vin, c'est d'être ouvert en permanence, ici 7 jours sur 7 tout au long de l'année. Et la particularité d'offrir aussi aux visiteurs des rencontres directement avec les vignerons. Donc on a notamment du 15 juin au 15 septembre la possibilité de pouvoir rencontrer les acteurs de notre terroir et bien évidemment déguster les nectars de leur production. Alors ça fait plusieurs années maintenant qu'on développe des partenariats avec la Maison du Vin pour développer les produits œnotouristiques. On fait des croisières fluviales avec apéritifs vignerons à bord. Donc c'est une croisière qui permet de découvrir l'estuaire et de déguster avec un viticulteur de l'appellation le vin des Côtes-de-Bourg. Depuis 2009, on met en place un forfait escapade en Côtes-de-Bourg, 2 jours 1 nuit, en chambre d'hôte de charme dans les Côtes-de-Bourg, avec dégustation de vin à la Maison des Vins, visite guidée de sites touristiques et visite du village ancien de Bourg. Depuis juin 2010, on propose à la location 10 vélos à assistance électrique. L'objectif pour nous, c'est de faire découvrir le vignoble des Côtes-de-Bourg, qui est un territoire très vallonné. Et pour permettre à notre clientèle de le visiter plus facilement, on a loué donc ces vélos à assistance électrique, et ce qui fait que vous pouvez parcourir tout le vignoble, la route de la Corniche, le long de l'estuaire également. Vous pouvez tout visiter tranquillement grâce à ces vélos. Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous emmènerai dans le Tarn, en Champagne et dans la vallée du Rhône, au pied du Mont Ventoux. Et comme chaque semaine, vous retrouverez Olivier, votre chef, Guilherme, votre sommelier et Jacques Legros de terrevine.com. D'ici là, passez une très belle semaine et à très vite. Et avant une belle banane. Banane. Tout est cuit, tout est frit. Mettrais bien une petite mèche orange, moi, Guilherme. Non, ça, on va éviter. Et comme chaque semaine, vous retrouverez Guilherme, Olivier et Jacques Legros.